Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Isabelle, la présidente de l'association Voyage en Terre Atypique, et Carole, qui est bénévole dans la même association. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisqu'on fait un épisode spécial Podcaston. Le Podcaston, c'est un événement qui se tient en ligne et qui regroupe à peu près 1500 podcasteurs francophones. Le but, c'est de mettre en avant une association de notre choix, quelque chose qui nous plaît, et de mettre en avant l'asso, les bénévoles, le fonctionnement et surtout la cause. Voilà, donc aujourd'hui on se retrouve avec Isabelle et Carole. Bonjour les filles. Bonjour. Dans un premier temps, on va donc définir avec vous deux quels sont les différents types de neuroatypie pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Alors, il y a le TSA, c'est le trouble du spectre autistique, le TDAH, le trouble de déficit de l'attention et hyperactivité, le HPI, haut potentiel intellectuel, et il y a tous les 10, donc dyslexie, c'est la lecture, dysorthographie, c'est l'orthographe, dyscalculie, c'est les nombres, dysgraphie, c'est les gestes et les graphismes, la dyspraxie, c'est les troubles de la coordination, et la dysphasie, c'est le trouble du langage. On inclut aussi dans l'association les HPE, haut potentiel émotionnel, et l'hypersensibilité, qui ne sont pas des neuroatypies. C'est souvent des conséquences à une neuroatypie. On a décidé de les inclure parce que très souvent, il y a des personnes qui viennent avec un... Enfin, on leur a dit qu'ils étaient hypersensibles, c'est pas un diagnostic qui est reconnu. Et très souvent, ils se retrouvent après dans le TSA ou le TDAH. Ok, bon, déjà on a un bon point pour avoir une idée de ce dont on va parler aujourd'hui. Donc est-ce que tu peux définir un peu le concept de neurotypique et neuroatypique ? Alors commence par celui qui te va le mieux, juste pour que les gens puissent un petit peu mieux comprendre. La différence, en fait, c'est dans le cerveau. La neuroatypie, c'est une différence neurologique, c'est pas une maladie et on n'est pas atteint, comme tu l'as dit la dernière fois sur la vidéo. On fait partie du genre humain et toute sa diversité, et ce depuis le début de l'humanité. C'est quelque chose qui est dans les gènes. C'est vrai que là tu soulèves un truc, on dit souvent atteint d'autisme par exemple, c'est un truc qui est vraiment dans le, entre guillemets, dans le langage courant, mais non, on est atteint d'une maladie, mais donc on n'est pas atteint d'autisme ou quoi, ok, ça c'est évidemment, c'est un point qui est important à préciser. Votre association, elle regroupe donc vraiment toutes ces particularités-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet asso et surtout nous dire depuis quand vous êtes en activité du coup ? Alors, le 8 mars 2024 a eu lieu la première réunion. Donc, je précise quand même parce que tout ce qui commence le 8 mars par une femme... c'est ça, c'est pas une date prise au hasard, je pense. Si, elle était prise au hasard, mais petit clin d'œil. Et donc, du coup, l'association officiellement a été créée le 11 juillet 2024. Et en 6 rencontres, on a déjà 23 adhérents et beaucoup de demandes. Ok, d'accord. Alors ça va paraître peut-être un peu bête comme question, mais pourquoi est-ce que tu as voulu créer cet asso ? Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on voit partout, quoi. Alors, dans la neuroatypie, on le sait, pour les enfants, c'est déjà très difficile de trouver des structures ou de l'aide par rapport à ça. Quand on devient adulte... on est complètement mis de côté et en fait c'est comme si notre neuroatypie n'existait plus. Du coup en fait il n'y a rien qui existe pour les neuroatypiques adultes et c'est pour ça que du coup j'ai voulu créer cette association pour qu'on puisse se rejoindre à un endroit et partager ensemble parce qu'on a tous à peu près dans les neuroatypiques que j'ai dit et ceux qui ne le sont pas, on a tous à peu près les mêmes traits. On a des soucis au niveau de la sociabilité et tout ça. Et du coup, quand on se retrouve ensemble, c'est beaucoup plus facile. D'accord, mais il n'y a vraiment rien qui existe pour les adultes en fait. Alors, il y a des associations qui vont exister pour les adultes autistes. Au niveau TDAH, HPI et les 10, il y en a... Alors, dans le Lot-et-Garonne, il n'y en a pas. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé en tout cas. Et en France, peut-être qu'il y en a, mais de la façon qu'on a fait, où on a mélangé vraiment tous les neuroatypiques adultes,
Je pense pas qu'il y en ait qui existent. En tout cas, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Ok, donc on C'est peut souvent dire basé que... sur l'autisme adulte. Ouais, donc c'est un peu une première, quoi. Vous êtes un peu novateur dans votre domaine, du coup. Je sais pas, mais enfin, moi en tout cas, dans mes recherches, j'en ai pas trouvé. Bon. Du coup, pour quel public s'adresse cette association? Est-ce que c'est vraiment pour que des personnes neuroatypiques? Est-ce que vous accueillez des personnes neurotypiques? Est-ce que voilà, vous faites un melting pot, comme on dit? Alors, c'est pour les adultes qui sont neuroatypiques ou qui pensent l'être. Pour l'entourage, parce que souvent, même si c'est l'entourage d'enfants neuroatypiques, alors déjà c'est très souvent génétique. Carole est venue à la base pour sa fille. Oui, c'est ça. Voilà, et finalement elle s'est sentie bien avec nous. Complètement. Vraiment. Vraiment. Il y a, alors on peut avoir des parents qui se posent des questions sur ce que vont devenir leurs enfants. On peut avoir, comme Carole, qui a accompagné ses filles. Et on peut avoir aussi des personnes en fait qui ne sont pas neuroatypiques mais qui sont bienveillantes, en tout cas ça c'est sûr, on prend que des gens bienveillants. Ouais. Qui vont se poser des questions ou qui ont envie de partager avec nous. Après on a les partenariats que l'on a qui peuvent être avec nous aussi. Ok, d'accord. Donc ben voilà, quel est le but? Je m'étais noté cette question. Le but de l'association, donc on a bien compris, c'est vraiment de favoriser de casser l'isolement un petit peu, on va dire, des personnes, surtout des adultes, parce que les enfants globalement ils suivent les adultes, donc voilà, c'est plutôt dans ce but là, quoi, de regrouper en fait toutes les personnes avec des neuroatypies en fait. C'est ça, de couper cet isolement et ce sentiment de ne pas être à notre place en fait, parce que depuis tout petit, c'est difficile et on ne se reconnaît pas forcément dans la société de tous les jours et on a ce sentiment vraiment de ne pas trouver sa place, tous les liens qu'on peut avoir, les liens sociaux sont difficiles à chaque fois parce qu'on est chacun de notre côté aussi. Et le fait de se retrouver dans des moments conviviaux avec des personnes qui nous ressemblent, ça fait du bien en fait. Ouais, c'est vrai que pour le coup, pour la petite histoire pour les auditeurs, il y a eu donc une réunion, c'était quand le 23 février, pardon, que vous avez fait une réunion et donc moi j'y suis allée et vraiment c'est vrai que ça a été assez... ça a été presque perturbant parce que d'habitude quand je vais dans des endroits que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, c'est très compliqué. Moi je fais des crises d'angoisse tout le temps et c'est des crises d'angoisse qui me font faire demi-tour et je rentre chez moi, je me roule en boule et je me mets dans mon lit, quoi. Vraiment, je suis malade, je peux vomir, enfin vraiment je suis pas bien. Et je prends jamais l'initiative de faire des choses, très peu on va dire. Des fois j'essaye, mais là quand on est venu, j'avais une appréhension. Mais le fait de savoir que j'allais dans un endroit où je ne serais pas jugée si je me sentais pas bien ou s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, déjà ça a désamorcé énormément de choses. Et pour ma fille qui panique aussi quand elle doit bouger, eh ben, je lui ai dit la même chose. Je lui ai dit, tu vas voir, on va aller dans un endroit où ça va bien se passer. Personne ne va te forcer à faire un bisou, personne ne va te forcer à quoi que ce soit. Et même elle est arrivée et d'entrée de jeu, elle a été mais comme à la maison. Elle est arrivée, elle s'est servie, elle a joué au jeu et vraiment tout allait bien. Et ça, c'est un endroit c'est rare qu'on puisse retrouver des endroits comme ça et ça fait du bien en fait. Oui, c'est ça. C'est beaucoup les retours que j'ai beaucoup de personnes, et d'ailleurs dans la neuroatypie justement, j'ai beaucoup de personnes qui stressent de venir parce qu'ils ont peur, ils ont cette angoisse justement qui est habituelle quand il y a du monde en fait, et du coup ils mettent beaucoup de temps à passer le cap et à m'appeler à côté et à me dire mais non mais j'ai trop envie de venir mais j'ai trop peur, j'y arrive pas, je sais pas comment ça va se passer, enfin ils sont en angoisse quoi. Et dès qu'ils passent le cap, ils me disent mais en fait c'est trop bien, c'est génial en fait, là on peut être nous-mêmes, c'est pareil, il n'y a pas de préjugés, tout ça. Et moi c'est quelque chose où je mets vraiment je mets vraiment l'accent là-dessus. Dès qu'on passe la porte, on oublie les préjugés en fait et on s'accepte comme on est. C'est ça. Même la personne qui va avoir les défauts les plus chiants, mais on l'aime comme elle est en fait. Et on prend les gens avec entièrement en fait. Ouais, ça c'est bien parce que vraiment c'est une soupape de décompression mais vraiment énorme parce que le fait de se dire que ok,
On peut avoir, comme tu disais, tous les défauts du monde. On peut être trop stressé, trop tendu, à pas vouloir s'asseoir, à bouger tout le temps, à vouloir parler à personne ou quoi. Vraiment, il n'y a pas de codes sociaux en fait. En fait, c'est pas, c'est vu comme des défauts par la société. C'est pas des défauts, c'est ton handicap qui fait que tu gères pas certaines situations ou que tu as besoin de bouger. C'est des choses en fait normales quand tu es atypique. Ouais. Donc après, ce qu'on va plus appeler des défauts, ce que moi j'accepte pas et ce que je mets bien sur le règlement, après c'est le manque de respect ou les violences. Mais sinon, après tout le reste, on accepte les gens comme on accepte nos enfants différents, mais là c'est pareil en fait. Non mais ça fait du bien. Et c'est pour ça que je tiens à le souligner, parce que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve pas souvent. Et surtout d'être avec des gens qui comprennent. Parce que globalement, quand on se sent comme ça, enfin moi, je prends mon cas, c'est celui que je connais le mieux, je me sentais vraiment seule dans mon truc, parce que pourquoi t'as peur de bouger ? Pourquoi t'as peur d'aller là alors qu'il se passe rien ? Je peux pas l'expliquer, j'en sais rien en fait. J'ai toujours été comme ça plus ou moins, avec le temps ça s'accentue. Et voilà, j'y arrive pas. Mais c'est pas une mauvaise volonté. Souvent on dit, faut que tu mettes un peu du tien. Bon, on essaye, on sait tous très bien comment ça fonctionne, sauf que quand on en parle, les gens comprennent pas. Oui. Que là, quand nous on est venus, sur le coup, moi, on est arrivé, j'étais stressée, on s'est trompé de route, alors ça en a rajouté encore un peu plus, et puis on n'était pas à l'heure à laquelle je voulais arriver, donc c'était encore pire, et en fait, en arrivant là, il n'y a personne qui fait une réflexion de « Ah bah t'es pas à l'heure, t'avais dit que tu venais à telle heure, t'es pas venu », ou rien. En fait, on arrive, ça va, c'est zen, c'est tranquille, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de, tu sais, de trop de stimuli, trop de trucs, et vraiment, ça fait du bien en fait. Donc déjà, juste pour ça, bravo déjà. Mais il y a aussi le fait qu'on fait des sensibilisations portes ouvertes, comme quand tu es venu, pour sensibiliser le grand public aussi, parce qu'au niveau médical et de l'éducation nationale, il y a encore un grand besoin d'évolution, et ça reste encore une catastrophe en France au niveau de l'inclusion. Oui, non, l'inclusion n'y est pas du tout. Là, clairement, on est... Enfin, bon, voilà, après, dans le médical, je ne sais pas trop comment ça se passe, parce que nous, on entame juste les démarches pour notre fille, mais en tout cas, dans l'éducation nationale, c'est... Même une catastrophe, je trouve ça encore gentil. C'est vraiment... Oui, je pèse trop... mes mots. c'est trop, c'est n'importe quoi, mais je pense qu'on en reviendra un peu par la suite. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la composition de l'asso, le bureau ? Qui fait quoi dans ton association ? Alors, moi je suis la présidente et secrétaire. On a le vice-président qui est psychologue spécialisé dans le TND, trouble neurodéveloppemental, dont je ne citerai pas le nom pour des raisons confidentielles. Et on a 4 bénévoles. Donc, Carole, peut-être que tu peux te présenter. Alors moi, du coup, j'ai rejoint l'association, je crois que c'est au mois d'octobre, si je ne dis pas de bêtises. Je m'y suis sentie tellement bien et à ma place, alors que je ne venais pas pour moi, que j'ai décidé du coup de devenir bénévole, parce que je me suis dit, pour la première fois de ma vie, à 42 ans, j'ai eu envie de m'investir dans quelque chose qui ne m'arrive jamais. C'est plutôt bon signe du coup. Et du coup, moi, je suis en charge des BD qu'on diffuse sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, TikTok. Voilà, moi je fais les montages donc BD parce que j'ai pas énormément de temps avec mes enfants. Ouais. Mais voilà, le temps que je peux offrir, je donne pour ça. Ok, bah c'est déjà bien. Alors juste si je peux revenir sur les BD, en fait on a décidé en fait dans l'association, vu qu'on est avec des dyslexiques et des TDAH et qu'il y a la lecture des fois qui est difficile, on a décidé justement de faire sous forme de BD. C'était plus sympa pour pouvoir lire et ça accroche un peu plus au niveau des réseaux sociaux. Et pareil sur le règlement ou les adhésions, tout est fait avec une police dyslexique, avec des couleurs qui accrochent. Et bon, ça nous coûte un peu plus cher, mais on est une association sur le sujet, donc pour moi c'était important de le faire. Ok. Ensuite, on a Jessica, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. D'accord. Et qui s'occupe de tous les réseaux sociaux. Donc on a une page Facebook ouverte à tout le monde. On a un groupe Facebook qui là est fermé simplement aux adhérents et aux partenaires, où là il y a beaucoup plus de détails. Il y a tous les jours partager des sensibilisations aussi sur chaque neuroatypie. Là, on a ouvert des concours aussi pour le 2 avril pour la journée de l'autisme.
On a aussi un Instagram public et un TikTok public. Ok. Ouais, ça fait beaucoup de gestion tout ça. Voilà, donc ça c'est le côté, c'est Jessica qui s'occupe de tout ça et qui le fait parfaitement. On a Dylan, qui est mon fils, qui est lui chargé des vidéos qu'on peut voir tous les mois, des petites vidéos qui sont montées par rapport aux photos des rencontres qu'on fait. Et on a tout juste là, qui n'est pas encore bénévole officiel, mais on a Céline qui vient d'arriver en bénévole cuisine et du coup qui va pouvoir gérer les repas de chaque rencontre tous les mois. Ok. Moi, ça fait quand même du monde finalement, parce que l'asso n'est pas très vieille. Il me manque encore mais beaucoup de monde. Alors vas-y, profites-en pour nous dire ce qui te manque, comme ça on ne sait jamais, au cas où quelqu'un ait une lumière. Alors déjà, moi, il me faudrait une secrétaire, voire 2, parce que c'est énormément de boulot. Ouais, au moins 2. Au moins 2, parce que là quand je calcule, je fais à peu près, moi, l'équivalent de 12 postes toute seule. Je travaille beaucoup, 7 jours sur 7. Et on a besoin aussi de quelqu'un qui fait la création des affiches. Donc les affiches... Ah bah moi je peux vous le faire si vous voulez. Ça me... Ouais. C'est mon truc, ça je le fais partout où je suis passée, c'est moi qui crée les affiches. Donc si vous voulez, il n'y a pas de souci. Parce que du coup ça c'est pareil, c'est moi qui le faisais jusqu'à là. Mais moi, à chaque fois qu'on peut m'enlever un petit peu... Ça me soulage parce que j'ai aussi les rendez-vous avec les maires pour obtenir les salles. J'ai aussi les rendez-vous avec les partenariats. J'ai vraiment beaucoup de choses. J'organise tout. C'est moi qui donne à Jessica à chaque fois la semaine comment elle va se dérouler. Donc on cherche aussi une deuxième personne pour la cuisine parce que Céline est TDAH et... elle ne sait pas si elle arrivera à gérer tout toute seule, donc s'il pouvait être 2, ça serait bien. Et animateur en priorité, et animatrice, ça serait bien. Animateur, pourquoi ? Parce que pour l'instant, c'est moi qui gère les animations. Et du coup, je suis une femme. Et ça se retrouve beaucoup. On a beaucoup de femmes qui arrivent, mais beaucoup moins d'hommes. Et je pense que c'est un souci par rapport... En fait, je peux... Alors, moi, j'ai un côté aussi masculin, mais je peux pas faire les deux, en fait. Je peux pas faire les deux. C'est-à-dire que si je commence à faire des ateliers plus pour les hommes, les femmes qui sont déjà là vont pas s'y retrouver. Donc, j'aimerais... Là, j'en ai parlé avec mon fils, justement, qui est bénévole, et je pense améliorer ce côté-là pour que les garçons se retrouvent aussi... plus dans notre association et qu'ils aient aussi leur côté où ils ont aussi leur atelier. Après, peu importe, ça peut être les femmes qui vont chez les hommes, enfin, il n'y a pas de règles, mais... Oui, mais bon, c'est toujours bien aussi. Donc voilà, si jamais il y a quelqu'un qui écoute, qui est intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera les coordonnées de l'association. Ok, bon, on a fini pour la présentation des bénévoles, tout ça, c'est bon ? Oui. On est ok, bon, très bien. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous expliques et que tu expliques à nos auditeurs un peu ton parcours, un petit peu tout ce qui est parcours médical, le diagnostic. Alors, je parle du tien puisque c'est celui que tu connais le mieux, mais globalement, que tu puisses nous expliquer un peu comment ça se déroule, tout ça. Alors, médical, non, sinon on en a pour longtemps. Mais par rapport à mon diagnostic... alors ça a été très compliqué. Déjà j'ai mes enfants en fait qui sont neuroatypiques, mes 2 fils qui sont neuroatypiques, et j'ai pendant des années été voir des psychologues, des psychiatres, des psychomotriciens. Enfin ils étaient suivis par semaine. J'avais 6 rendez-vous par semaine. Ils étaient très très suivis, et à aucun moment on m'a dit qu'il y avait de l'autisme ou du TDAH. On me l'a jamais dit, et à chaque fois en fait on me donnait les traits du TDAH ou de l'autisme, et en fait à aucun moment on m'a prononcé ce mot-là. Mon fils a été diagnostiqué TDAH quand il avait 12 ans à Lorient. Donc je sais plus, j'avais dû regarder une émission ou quelque chose. J'ai regardé en fait, je cherchais au niveau des traits qu'il avait. Je cherchais des solutions parce que c'était vraiment c'était très difficile, notamment à l'école et tout ça, j'avais des soucis. Il a un TDAH avec le H, hyperactivité très marquée.
Et donc du coup, j'ai trouvé ça, j'ai été le faire diagnostiquer à Vannes. Et donc c'est le premier diagnostic qu'il y a eu. Et plus j'ai commencé à m'intéresser à ça, plus j'ai commencé à voir que moi, il y avait aussi des traits que j'étais quasi sûre l'être aussi. Il faut savoir que c'est des diagnostics qui sont toujours payants et très chers et pas remboursés par la Sécu. Donc c'est toujours des choses très difficiles aussi. C'est ce qui reste encore pas normal. Ensuite, moi, pendant très longtemps, j'avais dit que c'était pas normal parce que mon fils se mettait sous la table en rentrant de l'école et il mettait les mains sur ses oreilles et il criait parce qu'il avait mal aux oreilles. Il se balançait et en fait, j'avais dit que mon fils était autiste au psychologue de l'époque et on m'a dit mais c'est pas possible, votre fils il est intelligent, madame. Donc c'est pour ça qu'il y a encore du travail là-dessus. Et donc du coup, moi, c'est des professionnels, je les ai écoutés, j'ai laissé pendant des années comme ça. Ensuite, mon petit qui est complètement différent, qui lui est complètement... qui est très calme, qui est réservé, qui parle pas. J'ai commencé à avoir aussi des soucis au niveau de l'école par rapport à ça. Et quand on est redescendu dans le sud-ouest, il y a mon grand... et mon petit qui ont fait... en fait, on a fait pour Halloween, on a creusé les citrouilles, on a fait un atelier à la maison où on a invité quelques enfants. Et dans ces enfants, en fait, il y avait une dame qui a été psychologue à Paris et qui me dit « Mais qu'est-ce qu'il a, ton fils ?» en parlant de mon grand. Et je dis « Ah, il est TDAH, t'inquiète pas, des fois, il a des façons de faire qui sont pas habituelles. » Elle me dit « Bon, écoute... tu devrais te renseigner sur l'autisme Asperger. » Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Et en fait, elle me l'a dit plusieurs fois et elle m'a dit, et toi aussi ? Et il y a eu un moment, en fait, où je me suis dit, bon, elle m'emmerde, je vais regarder. Je vais regarder ce que c'est. Et puis, en regardant, mais en fait, mon conjoint de l'époque, je lui ai dit... T'as vu cette vidéo ? Je lui ai montré, il m'a dit, mais il parle de toi ? J'ai dit non, il parle de l'autisme Asperger, qui ne se dit plus, on y reviendra après. Mais du coup, en fait, à ce moment-là, c'était une évidence, en fait, et j'ai commencé à faire mon diagnostic à mon grand, qui a eu son diagnostic, du coup, à 18 ans. Il m'a dit qu'il faisait péter les scores, que c'était pas normal en fait, que ça n'a pas été vu avant. Ensuite, j'ai fait faire le diagnostic à mon petit, qui est aussi autiste, donc autiste et TDAH, et avec plusieurs 10. Et ensuite, par la suite, en fait, c'était une évidence pour moi, et le professionnel à ce moment-là m'a dit... que lui aussi, il pensait que je devais faire le test en fait. Et lorsque j'ai fait le test, donc j'ai eu mon diagnostic d'autiste Asperger à mes 36 ans. Ouais, donc c'est jamais trop tard pour se faire diagnostiquer en fait. Pour les personnes qui pourraient se poser la question, il n'y a pas d'âge en fait. Non, et moi j'ai eu vraiment cette appréhension à me dire, en fait, je prends la place d'un enfant... parce qu'on met toujours les enfants en avant en fait et j'avais vraiment ce truc là et je m'excusais limite auprès de lui en train de me dire mais je suis désolée, peut-être que je devrais pas prendre la place et en fait comme il m'a dit non mais peut-être qu'il est temps justement. Ouais. Et c'est ma place, je l'avais déjà depuis longtemps, donc en fait même quand on est adulte, ça soulage d'avoir un diagnostic. Parce qu'on se pardonne sur énormément de choses et on comprend beaucoup de choses sur nous. Alors c'est difficile, je vois pour certains de mes adhérents, notamment une qui a eu son diagnostic à 52 ans, ça a été très très difficile. C'est difficile mais en même temps c'est un soulagement. C'est difficile dans le sens où on a une sorte de haine de se dire mais en fait toute ma vie je me suis adaptée, toute ma vie j'ai forcé en pensant que c'était moi qui n'étais pas normale. Et en fait, y avait une raison à tout ça, quoi. Ouais, puis je pense que pour les enfants, c'est important de le faire aussi, mine de rien. Oui. Puisque si on comprend mieux notre fonctionnement à nous, on comprend mieux le leur et on arrive mieux à cohabiter et à faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Ah, pour les enfants, mais plus tôt c'est fait, mieux c'est, quoi. Ouais. Bon, après, c'est très long aussi, hein, de ce que j'en sais. On m'a dit que c'était au moins 1 an à 1 an et demi avant d'avoir déjà
une espèce de vue d'ensemble, le temps de faire tous les tests, voir tous les médecins, tout ça. Ça dépend. Donc c'est vrai que ça décourage un petit peu, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que quand on voit que notre enfant a des difficultés, on aurait envie de l'aider de suite. Et quand on nous dit, ah bah non, mais là, vous allez prendre rendez-vous, il faut faire ci, il faut que ça passe en commission, il faut attendre le machin, il faut faire ça, et au bout d'1 an, vous aurez quelque chose. Bon, ça décourage un peu, mais après, c'est quand même important de le faire, donc s'il faut attendre, on attend. Mais c'est vrai que ça peut être un peu décourageant pour certaines personnes. Après, si vous me dites que ça peut être plus rapide, tant mieux. Parce que ça dépend. C'est compliqué. Ça reste compliqué parce qu'il y a très très peu de professionnels encore qui font les diagnostics. Il y a le fait que ça coûte de l'argent, c'est pas remboursé. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais c'est sûr que plus on le sait tôt, plus on peut mettre des choses en place. Ça crée moins de comorbidité à l'âge adulte aussi. Oui. Parce qu'un diagnostic de TDAH qui n'est pas traité, ça fait des dépressions, des burn-out et j'en passe. En fait, il y en a beaucoup qui doivent se dire à quoi il sert le diagnostic. De toute façon, à un certain âge, ça ne sert plus à rien, mais en fait, ça sert énormément sur plein de choses parce qu'on peut apprendre à se connaître, on peut mettre sa vie... j'ai plus moi. Attends. On peut adapter sa vie, mais j'ai perdu, je suis partie ailleurs. On s'est toutes perdues. Ah ouais. On parle et puis d'un coup on est toutes là. Piou, 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 piou. C'est quoi cet épisode? Les gens qui nous écoutent, ils vont se dire ok, on part sur un truc et puis pouf. C'est pas grave. C'est normal. Ouais, on fait une coupure ou pas. Après, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est un peu... ça montre aussi la réalité du truc, tu vois. Ça montre les difficultés qu'on peut avoir. Parce que pour quelqu'un de neurotypique, bon voilà, ils vont discuter, ils vont parler de plein de trucs, et ça va être un échange fluide. On pose une question, on répond. C'est pas, on pose une question en pensant à une autre, et l'autre va nous répondre en pensant à d'autres questions ou d'autres réponses, tu vois. C'est un flou artistique, c'est un vrai bordel en fait. Et donc c'est bien aussi de pouvoir le montrer et que les gens puissent se rendre compte que c'est pas juste un effet de mode et on a envie de se rendre intéressant. Tu vois. Moi, aussi. J'ai la honte encore, j'ai du mal avec ça. Je pense que c'est pas mal en fait, tu vois. Ça... Ah ouais, tu vas laisser ça? Ben je sais pas, je verrai. Mais voilà, tu vois, je pense que c'est vraiment en fait, parce qu'on est quand même là pour sensibiliser aussi, tu vois. Le but du podcaston là, c'est de montrer aux gens, voilà, une association et puis de faire un peu la promotion de tout ça. Donc quoi de mieux que ce genre de petites choses là pour montrer aux gens que non, c'est pas du flan, c'est pas n'importe quoi, et je parle pas du flan du gâteau. Merci. Tu vois. c'est pas n'importe quoi et c'est pas fait exprès non plus, tu vois. C'est que là on est 3 et on était 3 en train de partir dans tous les sens. Tu sais que j'ai lu tous les titres de tous les livres, je les ai classés par couleur et tout derrière toi là. Oui, mais c'est pour ça que tu vois, c'est classé à peu près par couleur, par auteur, tu vois. J'ai pas assez de place dans ma bibliothèque pour faire comme vraiment je voudrais, mais au début je les avais rangés par taille et après je me suis dit non, ça me va pas, je préfère par couleur. Donc j'ai tout enlevé, tu vois, tout refait. Je suis en train de te parler de l'association et dans ma tête je les classe et tout. Non, mais c'est pour ça que moi je me mets dos parce que sinon je lis les titres et je suis en train de me dire tiens, celui-là il était bien de livre, celui-là il était bien, attends, je relirais bien celui-ci alors que j'en ai déjà commencé 5. donc du coup voilà. Donc du coup on en était où voilà, on en était où? Ah oui, voilà, on parlait globalement du diagnostic et de ton parcours quoi. Donc on était parti sur tes enfants à la base. Je suis peut-être partie un peu trop loin. Non, mais c'est bien. Écoute, au moins ça montre la réalité. Oui, et puis ça montre la réalité du terrain aussi. Oui, c'est vrai, c'est très très compliqué. En général, quand on arrive à trouver le professionnel pour le diagnostic et quand on arrive au moment du diagnostic, c'est que déjà on a beaucoup galéré bien avant, quoi. Oui, il y a un sacré parcours bien avant. En fait, tout ça c'est pas un plaisir pour se faire diagnostiquer. C'est pas une mode. On va y revenir après, mais c'est pas une mode. Et du coup, alors toi, Carole, tu es venue dans l'asso parce que donc tes filles sont neuroatypiques. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Oui, alors j'en ai au moins 2. Officiellement diagnostiquées. D'accord. Mais ça fait des années qu'on a des difficultés avec plusieurs de mes filles, notamment dans le domaine scolaire, où c'est devenu ingérable pour elles. Le lycée m'appelait
venez chercher votre fille, elle en a fait trop pour aujourd'hui, elle avait fait 1 heure de cours, venez la chercher, elle s'est endormie en classe, venez la chercher, elle dort dans le couloir, venez la chercher, elle s'est écroulée, enfin voilà, c'était des... On est allé quand même loin dans les symptômes avant qu'il y ait des mots qui soient posés. Ça a mis longtemps. Mais voilà, on a au moins une qui est TDAH, HPI. Ok. Donc c'est celle pour la première pour qui ça a été compliqué à ce niveau-là. La seconde n'a pas de diagnostic, mais maintenant que je suis très sensibilisée au sujet, je vois qu'il y a vraiment quelque chose. Oui. Je ne me permettrai pas de la diagnostiquer moi-même, mais je vois bien qu'il y a quelque chose. Et la troisième qui a un diagnostic d'autisme. Ok. Bon, après, de toute façon, quand on est maman, généralement, ce genre de truc, on le sent. Mais oui. On le sent que notre enfant fonctionne différemment des autres. Et c'est vrai que c'est quelque chose... on en est intimement convaincu, c'est vraiment au plus profond de nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose, mais on n'arrive pas à savoir quoi au départ. Et tout le monde nous dit, mais non, mais t'es trop ceci, t'es trop cela, t'es trop stressée, t'es une mère poule, t'es ceci, t'es cela. Enfin, la place de la mère... C'est la faute de la mère. T'es trop laxiste, tu leur passes trop de choses. Oui, voilà, enfin, il y a tout un tas d'injonctions et de critiques qui sont faites. Alors qu'au final, on sait très bien qu'on pourrait changer totalement notre mode d'éducation, notre mode de fonctionnement avec les enfants, ça ne changerait strictement rien. Et en c'est fait, que nous, en tant que mère, on a déjà essayé plein de choses. On vit avec l'enfant, on sait très bien ce qu'on avance en fait, parce qu'on le connaît, on connaît par cœur. Et ça, très souvent, c'est pas pris au sérieux en fait. C'est toujours la faute de la mère. Dès qu'il y a quelque chose, c'est toujours la faute de la mère. Ah oui, ça c'est un truc vraiment global et général. C'est s'il y a un problème avec l'enfant, c'est à cause de la mère. On va pas se dire que c'est le père qui les couvre trop ou qui est trop gentil avec eux, qui est trop laxiste. Non, on va jamais se dire « Oh là là, vous êtes un papa poule, monsieur, c'est de votre faute. » Non, c'est l'hystérique là-bas dans le fond. C'est de sa faute à elle, quoi. Non, bah après, on n'a rien contre les hommes, mais il y a encore beaucoup de boulot. On va le préciser quand même. On peut pas être sur tous les combats. Mais effectivement, un papa qui élève tout seul ses enfants, on va l'admirer. Une maman qui élève toute seule ses enfants, c'est tout à fait normal. Et puis on va lui en demander encore plus. Et puis on va être après elle, justement, parce que c'est mal vu. Oui, c'est ça. Puis si les enfants ont des particularités, ça va être de sa faute. Voilà. Mais quand on me dit que j'aurais dû pousser plus ma grande, elle s'écroulait. Elle marchait, elle tombait par terre comme si son corps n'avait plus aucun muscle. Donc je peux faire quoi de plus? La porter et la mettre sur une chaise endormie? Enfin, à un moment donné, non, je ne peux pas la pousser plus. Non, ce n'est pas possible physiquement. Je parle même pas de psychologiquement, la pauvre. Même physiquement, ce n'était pas possible. Et Dieu sait que je les ai poussés, les pauvres. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que... On a des scènes horribles avec les directeurs d'établissement qui vous disent « Allez, maintenant t'arrêtes ta comédie, tu vas créer des ennuis à maman, elle va avoir des problèmes parce qu'elle est obligée de te mettre à l'école. » Et nous, on voit notre enfant qui est en souffrance et on tire pour sortir l'enfant de la voiture. C'est des scènes horribles. Oui, puis ça fait culpabiliser les enfants, ça fait culpabiliser les parents, enfin vraiment... Moi, elle me disait « Mais vous comprenez pas que c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. » C'est fou, quoi. Et quand ils sont en mesure, entre guillemets, de s'exprimer, quand ils sont un peu plus grands, c'est pas mal aussi. Mais je vois, nous, pour la première année de maternelle de notre fille, ça a été une descente aux enfers, mais hyper rapide, quoi. Ça a commencé 2 jours après la rentrée scolaire, et ça a fini à la fin de l'année que la directrice de l'école me disait, écoutez, la confiance est rompue, et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous signer un certificat de radiation, puis vous changerez d'école votre fille. Oui, non, alors vraiment non, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Et en fait, vraiment, là, à ce moment-là, je me suis dit, attends, est-ce que j'ai loupé quelque chose ? J'ai eu des phases comme ça où je me suis dit, c'est moi peut-être le problème. Oui, parce qu'on culpabilise. Mais c'est ça, parce que tout le monde en fait nous dit la même chose et c'est pas normal qu'elle veuille pas faire ci, c'est pas normal qu'elle se cache sous la table quand il y a des gens qui viennent à la maison, c'est pas normal qu'elle veuille pas faire un bisou, c'est pas normal qu'elle ait peur de tout, qu'elle soit anxieuse. Effectivement, c'est pas normal, mais on ne laisse pas les élever comme des enfants qui ont une différence, qui ont besoin d'être adaptés, enfin, qui ont besoin qu'on adapte l'environnement. On est quand même obligé de les mettre à l'école. C'est pas nous qui décidons de les mettre. On les garderait bien à la maison, à s'occuper d'eux comme il faut. Mais c'est ça. Mais on n'en a pas le droit. Ça, c'est fou quand même, parce que en fait, on est dans un système où on nous oblige à mettre des enfants qui sont pas adaptés à ce genre de système-là, parce qu'il faut dire ce qui est. Ils sont pas adaptés au système en place parce que c'est un système qui fonctionne plus, mais depuis des années. Ils sont au Moyen-Âge encore, ils ont beaucoup... C'est ça. Et ils veulent pas être sensibilisés, parce que moi, en ce moment, j'ai le problème avec le collège de mon fils. Ils le veulent pas, clairement ils font tout pour le faire partir, c'est du harcèlement là, ce qu'ils lui font, ils lui déclenchent des crises autistiques en le faisant venir dans le bureau, ils font tout l'inverse de ce que les professionnels ont donné, ils disent que j'ai pas donné les diagnostics alors que j'ai des preuves,
J'en passe parce que... Oui, on passe voilà. des heures et des heures. Ouais, c'est très très grave ce qui est en train de se passer. Et en fait, quand je leur propose des sensibilisations, ça les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas, ils sont encore au Moyen-Âge et c'est comme ça que ça se passe. Pourtant, il y a beaucoup de professeurs qui sont dans l'association et il y en a beaucoup qui sont en demande de savoir, ils veulent comprendre. Il y en a qui sont venus en tant que neuroatypiques, il y en a qui sont venus pour comprendre et qui ont dit mais en fait c'est tout simple, si on met ça en place, en fait tout va mieux, il y a un taux de réussite qui est vachement plus élevé. Il faut savoir quand même qu'en France il y a 17% de neuroatypiques diagnostiqués et dans le monde on est 20% de la population de diagnostiqués. Il n'y a pas tous les diagnostics, on est encore très en retard par rapport à ça. Il y a 90% des adultes autistes, selon Autisme France, qui sont encore en souffrance par errance médicale. Donc j'avais, je crois, le papier ici. Donc ça fait 1 699 478 personnes en France qui sont en souffrance sans diagnostic et qui ne comprennent pas en fait ce qu'ils ont en fait. Donc avec tout ça, et ça date pas d'aujourd'hui, en fait je pense qu'il est temps d'évoluer quoi. Parce qu'il y a d'autres villes où ça a vachement évolué quand même. Parce que quand on était à Lorient, j'ai mon fils, quand on était ici, il avait un 0 de moyenne. Quand on est passé là-bas, il est tombé sur une prof en fait qui était sensibilisée à ça. Et elle a tout mis en place, elle a mis vraiment les aménagements en place. Il est passé à 16 de moyenne. Il a réussi à obtenir ses diplômes et tout ça. Rien à voir. Quoi. Moi, quand j'ai fait le CNED à mon petit, il avait un 19,5 de moyenne. Il est retourné à l'école, il a 0 quoi. Il y a vraiment du boulot à faire sur ça parce que ça aide pas de toute façon ni les neuroatypiques ni les autres en fait. Oui, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas la même façon d'interagir, de réfléchir. Enfin, voilà, donc ils peuvent pas en fait cohabiter dans une même classe s'il y a rien qui est mis en place quoi. Mais c'est trop compliqué. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont fermés à ça quand même. Alors, je stigmatise pas, mais l'ancienne génération, on va dire la tranche entre 50 et 60 ans, ceux qui sont entre 50 et la retraite maintenant, il y en a beaucoup qui ne veulent pas admettre que oui, il y a quelque chose. Tout à fait. Et que c'est pas juste de l'impolitesse, des enfants mal élevés ou des parents laxistes. Enfin, voilà, c'est le truc qui revient souvent. Ouais. Mais non. Et chez les personnes plus jeunes, j'ai l'impression que ça commence à se démocratiser un petit peu. Mais il y a encore du boulot, quoi. Oui, comme tout ce qui est nouveau et qui doit s'intégrer. En France, on est très en retard quand même sur tout ça, quoi. Alors maintenant, j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de créer cette association. Alors à la base, c'était mon fils. Il n'arrivait vraiment pas à avoir des liens sociaux. Le fait qu'il allait à l'école, c'était déjà trop pour lui. Et souvent, c'est quelque chose qui se retrouve, c'est qu'on doit choisir ou entre notre vie sociale ou entre travailler. Parce que ça fatigue beaucoup trop d'avoir des liens sociaux, de se suradapter tout le temps. Ça nous coûte cher. Et du coup, je voulais qu'il ait des amis. Enfin voilà, parce que même moi, j'ai ces traits autistiques et tout ça, mais quand c'est ses enfants, on veut toujours mieux. Et donc du coup, je me suis dit, maintenant qu'il y avait le diagnostic, ça serait bien de rencontrer des personnes qui lui ressemblent. Il s'y retrouverait peut-être un peu plus et tout ça. Donc on a d'abord été à Bergerac, à l'association J'aime le tremplin, où il y a des autistes, et des autistes adultes, parce qu'il était majeur à ce moment-là. Donc en fait, on a rencontré les personnes. Donc au final, c'est moi qui y suis restée, pas mon fils. En fait, on a rencontré d'autres personnes autistes, mais alors là, c'est les 3 types d'autisme qui existent. Donc c'est un peu mélangé, donc ça peut être un peu difficile. Ça a été difficile pour mon fils et pour plusieurs personnes justement qui sont autistes, parce que on voit aussi d'autres formes d'autisme où on se dit non, on refuse, on se dit non, on ressemble pas, on n'est pas comme ça. Donc on peut faire un rejet à certains moments. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait vraiment cette demande de plusieurs autistes qui voulaient vraiment se retrouver avec d'autres personnes qui leur ressemblent, mais
mais du même autisme en fait, de l'autisme type 1 qu'on dit Asperger. Et en me renseignant, je me suis dit, je sais pas comment je vais faire parce que il s'y retrouve pas, et je me suis dit que mon fils avait le TDAH plus marqué, peut-être qu'avec des TDAH justement il s'y retrouverait plus, et là j'ai cherché la même chose mais avec des TDAH, ça n'existait pas, et du coup je me suis dit mais en fait il y a un grand besoin à ce niveau-là, au niveau du TDAH, il n'y a rien qui existe, et après plus ça allait, plus j'en parlais, et plus on me faisait des demandes aussi sur l'autisme, sur le HPI, donc j'ai mis en fait toutes les neuroatypies. C'est fou quand même qu'il n'y ait rien qui existe. Je veux dire, c'est pas non plus des choses totalement inconnues. On en parle de plus en plus, mais il n'y a rien en fait. C'est encore le néant, c'est le désert quoi. Moi je trouve ça assez aberrant qu'il y ait personne qui se dise tiens à un moment donné. Il faudrait quand même sensibiliser un peu plus et puis faire en sorte que les gens puissent se retrouver à un endroit et puis rencontrer des personnes qui leur ressemblent, quoi. C'est ça, alors il faut savoir aussi que c'est quelque chose de très difficile. Déjà, la neuroatypie, tu risques de le voir, hein, quand tu vas balancer le podcast, tu risques d'avoir des haters. C'est quelque chose qui attise la haine. Donc on est aussi face à des situations compliqué quand on se lance là-dedans et qu'on est les premiers surtout. Ouais. Et voilà, il faut avoir une sacrée force de caractère pour affronter tout ça. Ouais, je pense que de toute façon, à partir du moment où tu as une différence, quelle qu'elle soit, oui. Il faut être battant et il faut arriver à avoir une résilience quand même assez importante, parce que dans tous les cas, on le sait très bien, on est trop petit, on est trop grand, on est trop gros, on est trop blanc, trop noir, trop autiste ou pas assez autiste, enfin bon voilà, peu importe. Dans tous les cas, il n'y a jamais rien qui va. On le sait très bien. Si on n'a pas un type bien particulier, voilà, c'est toujours compliqué quoi. Et quand on est une femme, tout bêtement, hein, voilà, parlons-en. C'est ça, ouais. Donc on sait très bien que toutes les différences, sont pas bonnes à prendre, comme on dit. Alors il y a aussi pour les garçons. Hein. Oui. Voilà. Ah oui. Du coup, comment elle fonctionne votre asso ? Alors financièrement, pour le moment, c'est compliqué. C'est moi qui avance à chaque fois l'argent. Mm-hmm. Donc à chaque fois qu'il y a des rencontres, le téléphone, l'assurance, tout ce que consiste l'association, c'est toujours moi qui avance l'argent. Ensuite, les salles, pour pouvoir faire les rencontres, ça reste encore compliqué. À la base, on avait le maire de Sainte-Colombe-de-Lauzun, que je remercie énormément d'ailleurs, qui nous a prêté la salle de foot gratuitement. Donc c'était une petite salle qui fait un peu salle à manger, et on était très très bien dedans, mais le souci c'est que y a de plus en plus de demandes et elle devient beaucoup trop petite cette salle. Mmh. Donc il nous a donné l'idée en fait, il nous a dit qu'il nous prêtait la salle des fêtes 3 fois dans l'année gratuitement, et d'aller voir justement ses collègues maires pour pouvoir faire la même chose, et peut-être que ça nous remplirait une année. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus, aller voir plusieurs maires pour pouvoir remplir l'année comme ça. Alors là, on a le souci, c'est que dans l'autisme, on n'aime pas trop le changement. Oui. Et que du coup, ça fait changer de salle à chaque fois. Donc même pour moi, à chaque fois, le temps d'arriver et d'intégrer les lieux et tout ça. Idéalement, ça serait bien qu'on puisse mettre l'association à un endroit fixe et puis ouvrir plus souvent. Pour l'instant, on a une rencontre par mois et c'est pas assez en fait. On a beaucoup de demandes, on a beaucoup de neuroatypiques qui me font des retours que ils sont trop bien, ils se sentent trop bien, ils veulent pas partir. D'ailleurs, des fois, je finis à minuit. Ils veulent pas partir, et puis et après ils me disent mais après j'ai encore 1 mois à attendre, c'est super long et tout ça. Et puis dans le mois, ils m'appellent, ils sont en redescente quoi, ils sont en déprime. Je suis obligée d'aller les voir. Il y en a beaucoup, c'est compliqué de re-attendre 1 mois à chaque fois. Ensuite, on a les réseaux sociaux comme j'ai expliqué tout à l'heure. Donc on a les règlements, on a une adhésion qui est à 10 € par an. On a mis vraiment une petite somme qui fait clairement pas vivre l'asso, mais pour que ce soit accessible à tout le monde. Parce que dans la neuroatypie, il y a aussi des personnes qui ont fait des burn-out, des dépressions, ou qui sont à un stade où ils ne peuvent plus travailler.
On fait ça sous forme de... En fait, on fait un repas. Je prends à peu près ce qui se passe dans le mois, les événements qu'il peut y avoir. Et je fais un repas à thème chaque mois. Donc le repas est à 10 €. Donc pour l'instant, on fait comme ça. C'est pas obligé de participer au repas. Donc il y a des personnes qui emmènent leur propre repas. Il y a des personnes qui ne mangent pas. Parce qu'il faut savoir que aussi notamment dans l'autisme, il y a des difficultés au niveau sensoriel et tout ça, donc au niveau des repas, des fois c'est compliqué. Il y en a qui arrivent après le repas. En fait, rien n'est obligatoire. On peut arriver à l'heure qu'on veut et partir à l'heure qu'on veut. Ensuite, on fait une journée avec des ateliers. Et par contre, on fait un goûter sous forme d'auberge espagnole. Voilà. Donc, c'est pas mal ça. Pour l'instant, on est encore au début et à chaque fois on améliore de plus en plus. Oui, donc, c'est en faisant que vous apprenez de toute façon. Voilà. Non, puis c'est sympa le concept d'auberge espagnole, c'est plus convivial aussi que... Enfin, moi je trouve que c'est assez convivial, chacun ramène un petit truc et puis voilà, ça permet de créer du lien un peu plus facilement aussi. Même si c'est autour d'une part de gâteau, mais des fois ça facilite beaucoup le truc. Oui. Ensuite on a les rendez-vous individuels. Moi à l'extérieur... j'ai beaucoup de demandes individuelles. Il y a ceux qui n'arrivent pas à passer le cap, il y a ceux qui ont besoin de me voir à côté parce qu'ils tombent dans la vie de tous les jours sur des personnes compliquées et ils ont besoin qu'on les aide moralement à surmonter tout ça. Là, il y a les concours qu'on a fait justement aussi parce qu'à la dernière... sensibilisation, on a eu cette idée de justement peut-être intégrer un peu plus de personnes typiques pour faire connaître mieux la neuroatypie. Et on a les partenariats aussi à côté. Ouais, vous avez un programme chargé, quoi. C'est que le début. Bah, tant mieux d'un côté, hein, c'est que ça fonctionne et qu'il y a des gens en demande. Hein. Ah oui, il y a énormément de demandes. Par contre, il y a vraiment beaucoup de demandes. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est preuve qu'il y a quand même un gros problème dans notre pays là-dessus. Hein. C'est que c'est encore quelque chose qui est assez, je dirais pas mal vu, mais déjà peu connu. Après, qui a malheureusement tout un tas de clichés. Complètement. Quand on parle d'autisme, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui pensent autisme, l'autiste qui se balance toute la sainte journée, qui se tape la tête contre le mur. Enfin, c'est un peu grossi, mais globalement, les gens voient ça, quoi. Ce qu'on voit dans les films où... Alors clairement, voilà, il y a plein de personnes autistes qui passent pas leur temps à se balancer sur une chaise. Enfin, c'est vraiment c'est très cliché. C'est le gros problème en fait qu'on a, c'est que dès qu'il y a des représentations à la télé, ça va être toujours ou l'autiste qui se balance et qui se tape la tête contre les murs, ou alors l'autisme avec le syndrome du savant. Et encore, je suis même pas sûre qu'avec le syndrome du savant, on puisse compter toutes les allumettes qu'il y a par terre. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui me ramènent aussi le film Un petit truc en plus. Et qui me disent « Ah mais oui, je connais, parce que du coup, j'ai regardé Un petit truc en plus. » Et c'est dérangeant. C'est dérangeant pour nous, parce que déjà, on ne nous prend pas en compte dans tout notre spectre. Nous, on n'est pas intéressant parce que ça ne se voit pas. Et pourtant, c'est que le haut de l'iceberg qui se voit. Pourquoi on a pris un iceberg ? Parce que la partie émergée est bien plus grosse que la partie visible. Oui. Après, c'est le problème des handicaps invisibles, hein, dans tous les cas. À partir du moment où ça ne se voit pas, on n'est pas légitime d'être comme on est, quoi. Il faut que ça se voit. Quelqu'un à qui il va manquer un bras ou une jambe, on ne va pas lui dire « Dis donc, pourquoi tu ne fais pas du vélo ?» Bon, bah voilà, on ne se pose pas de questions, en fait. Voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Mais à partir du moment où ça ne se voit pas, ben là, forcément, on pose des questions, on ne comprend pas, on ne cherche pas à comprendre aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne cherchent pas à comprendre et ne cherchent pas à se mettre à la place non plus. Il y a un gros manque d'empathie. Et pas chez les autistes. Voilà, et donc, on va en venir du coup à notre prochaine rubrique, le vrai ou faux. Donc, le vrai ou faux, je vais te poser une série de questions. Voilà, qui regroupe des clichés sur l'autisme, le TDAH, hein, voilà. Et tu vas nous dire si c'est vrai, si c'est faux, et surtout développer et nous dire pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est faux. Voilà. Est-ce que tu es prête ? Vas-y. Allez, on y va. Carole, tu peux participer aussi, pas de problème. Alors, première question. Les personnes autistes n'ont pas de sentiments. Vrai ou faux ?
Faux. Totalement faux. Alors quand même, je vais préciser, j'ai dû quand même aller regarder la définition de sentiment. Oui, alors c'est ça, on va repréciser au niveau des sentiments, mais quand on parle de sentiments, je dirais plutôt d'émotion. Ah non, mais tu peux pas changer comme ça là. Moi, c'est pas ça qu'il y avait écrit. Je l'entends plus par émotion, sentiment, mais tu prenais comment? Parce que émotion, j'avais la réponse. Et j'ai été voir la définition de sentiment pour savoir exactement ce que tu voulais dire. Donc c'est pas la même réponse. Alors, du coup, on va faire 2 questions. Ouais. Du coup. J'ai pas l'autre. Allez, alors, les personnes autistes n'ont pas de sentiments, vas-y. Donc du coup, j'ai regardé la définition et il y a 4 sentiments qui existent. Il y a la joie, la tristesse, la peur et la colère. Donc je pense que tous les êtres humains ressentent des sentiments. Donc autiste non-verbal, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai pas parlé avant mes 12 ans et que très souvent, j'ai pu entendre le fait qu'il parle pas, il a pas de sentiments. Ça, c'est faux. Et pas d'émotion, pas de sentiments. Enfin, on me parle pas de sentiments. C'est toi la première qui me parle de sentiments. En général, on me dit émotion. Il n'a pas d'émotion, mais c'est faux en fait. Un autiste non-verbal comprend tout. Ok, bon, je note sentiment, émotion, faut bien faire le distinguo. Alors, ensuite, 2e question. La neuroatypie est une mode, vrai ou faux? Faux. Alors, de quelle mode on parle? D'avoir une étiquette d'autiste? De faire face à tous les préjugés, les regards horribles? De remplir les dossiers MDPH où il faut prouver tous les 4 matins? Faire plusieurs diagnostics à 500 € le diagnostic non remboursé? D'avoir des angoisses énormes et de ne pas savoir si on va être entendu? Et tout cela pourquoi 900 € par mois? Et encore, c'est faire face à une méconnaissance médicale ou envers le travail ou envers l'éducation nationale, ne pas être entendu. Avoir son image qui est complètement salie. Non, je pense pas que ce soit une mode. C'est simplement qu'en France, on est en retard et qu'on commence tout juste à en parler. C'est grâce à des sensibilisations ou de la connaissance comme nous le faisons avec l'association. Il y a de plus en plus de diagnostics et c'est tant mieux pour faire évoluer les esprits et aller de l'avant pour mieux nous inclure dans la société. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'on parle d'un effet de mode où souvent on entend ouais mais c'est une mode, c'est parce qu'on en parle de plus en plus. C'est vrai. Et c'est pas parce qu'on en parle de plus en plus que c'est une mode, c'est heureusement qu'on en parle de plus en plus au final, parce que c'est que les mentalités changent un minimum. Je dis un minimum parce que ça va être, c'est long, c'est comme tout grand changement, ça prend du temps. Mais voilà, c'est pour ça que je voulais revenir sur l'effet de mode, parce que c'est des choses que j'ai déjà entendues, ouais, mais quand moi j'ai dit que voilà, on commençait à aller voir une psy pour notre fille et qu'il y avait une suspicion, ouais, mais c'est une mode. Oui, mais c'est une mode de quoi? Non, c'est pas une mode en fait, c'est qu'elle a un fonctionnement différent des autres gamins de son âge, on le voit, on le sait. Non, c'est pas une mode en fait, c'est pas pour se rendre intéressant non plus, parce que ça, je l'ai entendu aussi. Ouais, mais ça fait bien. Pourquoi tu veux être autiste? Oui, pourquoi tu veux être autiste, hein? Quelle grande question. C'est quoi ces questions? Alors, 3e question. Les enfants TDAH sont juste mal élevés. Vrai ou faux? Faux. Alors, on a ce souci justement, c'est un préjugé. Déjà, un enfant reste un enfant. Donc, un enfant qui bouge n'est pas forcément TDAH. Il y a des parents qui sont moins tolérants, il y a des enfants qui cherchent peut-être plus d'attention, on va dire ça comme ça. Donc dès qu'il y a ce genre de choses, en fait, il y a des parents qui vont dire mon fils ou ma fille est TDAH, alors que le TDAH c'est bien plus profond que ça. Et il y a des diagnostics qui existent et souvent ils ne sont pas diagnostiqués ceux-là. Et la plupart du temps, moi je sais par exemple mon fils que quand je dis qu'il est TDAH à l'école, on me dit mais c'est bizarre, il est hyper poli. Quel il est rapport? Hyper calme aussi, il bouge pas tout le temps. Oui, ou alors il est calme. J'en connais d'autres qui bougent plus. Mais en fait, c'est bien plus complexe que ça, en fait. Et malheureusement, en fait, c'est vraiment un handicap. C'est quelque chose qui se passe dans le cerveau. Ça va bien plus loin que ce qui se voit avec l'hyperactivité. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais à la caisse, à Action. Et en fait, il y avait une jeune fille qui était devant moi et qui disait que son psychiatre... il avait fait des choses bizarres parce que il lui avait posé des questions pour savoir si elle était TDAH, si elle avait tué des gens, si elle avait déjà mis le feu chez elle, si elle avait tué des animaux. C'est pas le test de Conners, mais il y a un test de personnalité qui commence. Alors c'est pas des questions aussi cash que ça, mais mais le truc c'est qu'elle répétait ça en fait à sa mère. Ils étaient juste devant moi à la caisse, ils étaient en train de diaboliser le TDAH.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi d'autres comorbidités qui ressemblent énormément. Justement, les tests sont là pour pouvoir bien définir laquelle est laquelle. Et en fait, ceux qui n'y connaissent rien, encore une fois, vont avancer. Du coup, sur le test, il y a écrit ça, donc forcément, on est des psychopathes, quoi. Et c'est que le test, il est pour plusieurs troubles, en fait. Il n'est pas pour un seul. On a fait passer ce test dans l'intention de chercher son TDAH, mais c'est le même test pour différents troubles qui sont pas forcément de la neurotypie. C'est pas forcément le même test, mais en fait, c'est qu'il faut dégrossir aussi. S'il y a des professionnels qui écoutent, peut-être que je me trompe, hein. Mais je pense que voilà, il y a des troubles qui peuvent être ressemblants. En fait, il faut savoir vraiment décrypter lequel est lequel, et faut dégrossir vraiment pour savoir si c'est le TDAH ou si c'est autre chose. D'ailleurs, déjà dans le TSA et le TDAH, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, et c'est subtil en fait. Ça, c'est justement le boulot des professionnels, de vraiment faire prix et de savoir où s'orienter. Donc il faut poser des questions tordues pour savoir. Donc effectivement, par exemple, un TDAH, il peut être bagarreur, surtout quand ils sont petits, mais c'est parce qu'ils supportent pas l'injustice. Voilà. Le regard. Tu as quelque chose à te reprocher ? Je voulais être avocate, moi, quand j'étais gamine. Tu sais, je m'étais dit défendre la veuve et l'orphelin, tu vois, c'était vraiment... Après, je me suis dit non, ça va te prendre trop de... Tu vas le prendre trop à cœur, tu auras l'impression que c'est toi, en fait, qu'il faut défendre. Donc non, j'ai abandonné le truc, mais pourquoi pas dans une autre vie. Du coup, voilà, on a perdu le fil, comme d'hab. Non ? T'avais fini de répondre, ou t'avais encore quelque chose à rajouter sur les enfants juste mal élevés parce qu'ils sont TDAH ? Ah oui, c'est vrai. En plus, je l'ai noté, hein. C'est ça qui est bien. Heureusement que j'ai le Oui, mémoire c'est bien, c'est bien. Et c'est sous mes yeux. Non, voilà, parce qu'en off, en fait, on était en train de discuter entre nous pendant un bon moment, et on parlait des enfants qui sont jugés mal élevés parce que c'est des enfants qui ne veulent pas faire la bise. Donc là, on va lancer un clivage, et je pense qu'on va se prendre une déferlante quand tout le monde aura écouté ce podcast, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, on a quand même une grande proportion de personnes qui pensent que ne pas faire la bise, c'est mal élevé. Ouais, mais ça en fait c'est encore des codes que la société s'est mis tout seul. Enfin s'est mis, je sais pas comment on dit, mais ça craint parce que en fait le consentement il commence à cet endroit-là en fait. On oblige un enfant à faire la bise quand il le veut pas. Déjà on l'oblige à pas respecter son corps, quoi. Et c'est déjà, je pense, c'est déjà catastrophique de forcer à faire la bise. C'est pas dans tous les pays qu'on fait ça. Et surtout que des fois, l'enfant dit bonjour, ça ne suffit pas. Il faut faire la bise. Ouais. On dit les enfants, pas que les enfants. Enfin, moi, je sais que la bise, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. C'est quelque chose que j'ai énormément souffert. Et là, maintenant que je sais que je suis autiste, j'essaye du moins à apprendre à me respecter plus. Je ne le fais pas, mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'acceptent pas. C'est pas possible en fait, c'est limite du forcing. Ouais, moi je sais que quand je dis ouvertement aux gens, quand les gens viennent vers moi, parce que tu sais il y a des gens qui instinctivement viennent vers toi quand alors quand c'est des gens que je connais déjà, j'aime pas spécialement, mais alors quand c'est des gens que je connais pas ou peu, qui viennent comme ça, à chaque fois j'ai un mouvement de recul, je leur dis non, je suis désolée, j'aime pas faire la bise, et à chaque fois on me regarde des grands yeux. Pourquoi t'aimes pas faire la bise? Alors moi j'ai toujours le truc, c'est un peu poussé à l'extrême, mais pour qu'ils comprennent, c'est pour moi aller coller ma joue contre la joue grasse de quelqu'un, tu sais, mais les joues ne sont pas forcément grasses. Non, mais tu vois en fait, c'est vraiment que je... Mais c'est hyper intime, quoi. Enfin, mais c'est ça. C'est déjà quand on a le sensoriel qui est plus fort, aller faire la bise, moi je supporte pas. C'est horrible. Alors les textures et les odeurs, moi ça c'est hyper compliqué. Alors s'il y a quelqu'un en face de moi qui ah non, ça rien que d'y penser, des fois ça me donne envie de vomir. Mais pour moi, si tu viens me faire la bise sans me poser la question, c'est comme me mettre une main aux fesses, tu vois. Pour moi c'est la même. Alors à chaque fois, quand tu dis ça, forcément t'es pris pour la tarée du coin. Mais je trouve ça hyper impoli. Et c'est presque pour moi plus impoli d'aller faire la bise à quelqu'un que tu connais pas. Plutôt que juste le saluer, ou allez, une poignée de main, ça peut encore passer si la personne n'a pas les mains moites ou est pas trop, tu vois, enfin ça dépend, parce que
globalement. S'il y a des mains moites, non. L'été, moi, je touche personne. De toute façon, c'est simple, parce que franchement, c'est un enfer. Mais ça, il y a peu de monde qui le comprend, quoi. C'est les normes de société qui ont été imposées et ça craint parce que tout le monde suit ça comme... je vais pas me faire des amis, mais... Bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas besoin, c'est pas grave. Tout le monde suit comme des moutons pourquoi en fait? Pourquoi à partir du moment où je suis respectueux avec toi, c'est pas parce que je t'ai pas fait la bise? Parce que bon, il y a des gens qui vont te faire la bise, mais qui derrière... oui, c'est ça. Il faut qu'ils apprennent ce que c'est que le respect. Donc c'est un peu une connerie cette histoire de bise. Et puis en plus, voilà, je crois qu'il y a des études qui ont été faites par rapport à ça. Il y a un gros problème parce qu'on apprend directement à l'enfant à prendre sur lui, à se taire et à ne pas écouter son corps et d'accepter ce qui se passe. En fait, il doit faire la bise. Et donc, quand un enfant intègre ça, donc le jour où il se passe quelque chose de plus grave, il ne sait pas s'il doit le dire ou pas. Oui, c'est ça. Non, c'est clair que la notion de consentement, là, c'est zéro, quoi. Et bon, après, en France, c'est pas quelque chose qu'on apprend aux enfants dès petits, l'histoire du consentement. On devrait. Moi, je sais que ma fille, ça, c'est depuis qu'elle est toute petite. Vraiment, c'est un truc que je rabâche, voilà. Mais je me souviens pas que moi, petite, on m'ait dit des trucs, voilà, personne n'a le droit de te toucher si t'as pas envie. Enfin, voilà, ce genre de trucs-là, je me souviens pas. Et c'était, tu dis bonjour, tu fais la bise. Enfin, alors que, clairement, moi, j'ai toujours détesté ça, même quand j'étais gamine. Mais bon, il fallait le faire, donc on le faisait. Et donc, c'est important maintenant de pouvoir, en fait, essayer de changer un petit peu ça aussi. Parce que, bon, malheureusement... c'est toujours des enfants qui vont être catalogués comme mal élevés. Et parents, parce qu'il faut avoir la force aussi en tant que parent de dire non, je ne forcerai pas mon enfant à faire la bise. De suite, c'est que tu l'élèves mal. C'est ça. Alors que pas du tout, c'est juste que tu respectes ton enfant, sa décision, son corps. Et ça, c'est tout de suite mal pris, quoi. Ouais. Bah après, il y a quand même pas mal de pays où ça ne se fait pas, ça, faire la bise. Non. Il y a beaucoup de pays où c'est considéré comme sale, même. Je crois que, ouais. Mais c'est ça, mais je vais aller vivre dans ce genre de pays, moi. C'est fou, quand même, qu'on se rende pas compte de ce genre de choses, quoi. Enfin, bon, après, c'est comme ça. Mais bon, voilà, si on peut faire avancer un petit peu les mentalités, si vous nous écoutez et que vous forcez vos enfants à faire la bise, essayez de faire différemment, vous verrez, ils vont être très contents, les gamins. On fera pas tout bouger, mais bon, c'est avec des personnes comme nous, en fait, qui font entendre ce genre de choses, que ça évolue petit à petit. On n'en est qu'au début, mais c'est toujours quelqu'un qui commence à ouvrir sa gueule, on va y aller direct. C'est ça. qui fait qu'après, il y en a d'autres qui suivent en disant « Bah oui, c'est vrai, moi aussi j'en souffre, et moi aussi... » Et puis finalement, ça devient une mode. C'est ça. C'est ça. Alors, du coup, 4e question. Les personnes autistes sont toutes surdouées. Vrai ou faux? C'est faux. C'est un spectre. Alors, c'est vrai que dans l'autisme, très souvent, il y a le HPI qui est associé, mais c'est pas toujours le cas. Donc, comme je disais tout à l'heure, je prenais l'exemple de Rainman. S'il y a des allumettes qui tombent par terre, même le HPI ne pourra pas dire combien il y a d'allumettes qui sont tombées par terre. Par contre, il y a le syndrome du savant qui est très très rare, mais qui est associé à l'autisme, et c'est celui qu'on montre à la télé. Et donc du coup, voilà, encore une fois, c'est les médias en fait qui montrent ça, ou l'autisme qui se balance, mais c'est loin d'être la réalité, et surtout le spectre de l'autisme. Et ce syndrome-là, ça n'a rien à voir avec l'autisme. Ouais, c'est bien de le préciser. Question suivante. Les personnes autistes n'ont pas d'humour, vrai ou faux? Attendez, on a perdu le fil. On arrive. Désespérez pas, on y est bientôt. Donc c'est faux. Moi je pense être quelqu'un qui a de l'humour. Oui. Bah oui, enfin, de ce que j'en vois, oui, pour moi, oui. Alors par contre, c'est vrai que j'ai de grosses difficultés avec le second degré. Ah oui, c'est comme le coup de la chaise musicale tout à l'heure. Bon, tu l'as très vite remarqué. Donc, pour expliquer, en fait, quand t'as bougé les chaises... C'est ça. En fait, on a juste voulu échanger des chaises parce qu'il y avait le pied de l'une d'entre elles qui était un peu bancal. Et donc, du coup, on a bougé les chaises et à un moment, j'ai dit, on fait un jeu de chaises musicales. Et là, Isabelle s'est penchée pour regarder la chaise en disant, tiens, elle fait de la musique.
Alors que non, j'ai des chaises totalement normales. C'est génial, voilà. C'est des chaises musicales. Ah, bon, après, j'ai vite compris. Hein. Je me suis dit, merde, attends, il y a un jeu qui est comme ça. C'est ça. Non, mais c'est bien. Mais ça demande un effort, du coup. Mais oui, en fait, parce que... le truc, c'est que nous, on a du mal avec... Alors, il faut savoir qu'en fait, dans l'autisme, on est bilingue, en fait. On n'a pas les mêmes façons de voir les choses. C'est comme si on parlait une langue étrangère quand on parle avec vous. Donc ça nous demande à chaque fois de chercher. Moi, tout ce qu'on me dit, je le prends vraiment mot pour mot et je me fais une image de chaque mot. Et donc du coup, les expressions, des fois, c'est hyper compliqué. Je te laisse imaginer quand on me dit je m'en bats les couilles. Alors là, celle-ci, elle est sympa. mais en fait c'est toujours comme ça. Enfin, j'ai une fois en fait on m'a dit ça sent le sapin et moi je sens. C'est quoi? Ah, celle-là je le sais. Tu la connais pas? Je sens le sapin. Donc on m'a expliqué qu'en fait ça sent le sapin. Donc apparemment avant ils disaient ça par rapport au cercueil qui était fait en sapin. Donc en gros ça sent la mort quoi. Ah ouais. Je crois, si je me trompe pas, hein, peut-être, mais c'est un truc comme ça. D'accord, mais écoute, j'aurais appris un truc. Mais alors du coup, c'est des exemples. Hein. Moi, mon fils, on lui a dit t'es beau comme un camion. Il est rentré, il était énervé quoi. Il m'a dit mais maman, je ressemble pas à un camion. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis gros. Je dis, non, c'est à la base c'est un compliment de neurotypique. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même particulier, quoi. T'es beau comme un camion. C'est vrai que là, c'est un peu... personnellement, je trouve pas ça très beau, un camion. Mais... tiré par les cheveux. C'est ça. Tu nous cherches, quand même. Personne n'a été blessé pendant l'enregistrement, rassurez-vous. Ouais, donc c'est des fois, en fait, c'est surtout le second degré, en fait, où on a du mal. Et encore, il y en a qui gèrent. Il y a quelques autistes qui gèrent. Je sais pas comment ils font. En gros, ce serait un peu les expressions imagées, tout le genre de trucs comme ça. Vraiment, quand c'est trop métaphorique, peut-être. Non, puis il y a aussi le fait que... des fois, parce que alors moi, du coup, je suis la meilleure proie pour ça. Et en fait, tous mes amis, vraiment, ils s'amusent à ça, quoi. Ils adorent parce que ça marche direct. Et du coup, ils me font croire des trucs de fou. Mais moi, je les crois. je suis là, oh, mon Dieu, c'est pas vrai. Et, tout. Et à chaque fois, ils sont morts de rire. Et mais ça, c'est pas vrai. Voilà, les gens adorent m'embêter avec ça. Bon, si c'est que ça va. Mais oui, ça, le truc, c'est que, voilà, comme je leur dis à chaque fois, mais au bout d'un moment, un jour, mon cœur, il va sortir, quoi. Je vais faire un arrêt cardiaque, arrêtez, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Mais bon, par contre, j'ai compris le fonctionnement du second degré. Et en fait, moi, je le fais, parce que j'ai compris ce fonctionnement. Donc moi, j'arrive à le faire, mais comme je suis au courant, c'est marrant quand c'est moi, en fait. Ah oui. Voilà. L'arroseur arrosé. C'est ça. Ok. Allez, dernière question de ce vrai ou faux. On est neuroatypique, on ne le devient pas. Vrai. Ou faux? Donc c'est génétique. D'ailleurs, quand ils font les tests, en fait, ils vont chercher jusqu'au moment où on était dans le ventre, ou alors les parents. C'est quelque chose de génétique, c'est dans les gènes. C'est le cerveau qui est différent. On a un cerveau qui est différent, mais... Ouais, ça s'explique pas, quoi. Non, c'est comme ça. On peut pas changer. Oui, on peut pas changer en cours de route, c'est pas possible. Ah, ça. Ah, moi, je pensais qu'il y avait un interrupteur on-off, tu sais. Bon, comme quelqu'un qui a la peau noire ou quelqu'un qui a la peau blanche. Enfin voilà, c'est... Ouais, c'est une particularité, en fait. C'est comme ça. C'est ça, et ça existe depuis toujours. Et c'est juste que, voilà, que maintenant, on pose des mots là-dessus, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours et on fait partie du genre humain. Et pourquoi vouloir tous se ressembler? Parce que dans la nature, il y a des arbres, il y a des fleurs, tout est différent et c'est beau. Et maintenant, en fait, les êtres humains veulent tous les mêmes. Et voilà, il y a Maria Montessori qui disait que justement, en fait, je suis désolée, vous savez que je commence à partir là. Non mais c'est bien, vas-y. Il y a Maria Montessori qui disait que, en fait, on est tous faits pour quelque chose de différent. Et pourquoi briser cette nature-là, en fait? Parce que chaque personne est un génie, chaque personne va avoir son domaine, chaque personne va être forte dans chaque chose qu'il y a dans la vie, et chacun va trouver sa place
de façon naturelle. Et là, justement, l'éducation nationale et tout ce qui est en train de se faire, c'est qu'on veut que tout le monde se ressemble et qu'on mette à l'extérieur tous ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Et on apprend dès l'enfance à être des moutons. Ouais. Tant qu'on rentre pas dans le même moule, en fait, ça va pas, quoi. C'est triste, hein, parce que on gagne rien, en fait, à être tous des copier-coller, quoi. Si, en fait, ceux qui sont en haut, oui. Justement, c'est très bien pour eux, parce que si les gens suivent sans se poser de questions et sans réfléchir pourquoi on fait ça et que c'est pas logique et qui suivent, quoi, qui posent pas de problème, c'est bien pour eux. Oui, ça c'est sûr. Bon, écoute, on va continuer à pas être des moutons, c'est pas mal comme ça. Ou les moutons noirs, c'est mignon les moutons noirs. Alors maintenant, on va passer aux actualités de l'association. Alors, quand tu dis actualité, tu peux avoir une question un peu plus précise. C'est tous les événements que vous avez prévus, les rencontres. Est-ce que par exemple, vous avez un lien pour une cagnotte en ligne s'il y a des gens qui veulent faire des dons? Est-ce que, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui peuvent intéresser les gens pour vous suivre, pour venir vous voir, tout ça, quoi. Alors déjà, au niveau des cagnottes, on a une cagnotte Litchi et une cagnotte Eloasso en ligne. Ça, c'est pour les dons. À côté, en fait, on fait sous forme d'ateliers. Donc, tous les mois, il y a des ateliers différents et qui ont rapport avec ce qui se passe dans le mois. Donc là, au mois de mars, en fait, on a une rencontre le 30 mars. Donc on a un partenariat avec la Microfolie, donc on va choisir dans leur album, ils m'ont fait tout un album pour choisir, que je choisisse avec mes adhérents en fait, quelle sortie on voudrait faire. C'est basé sur le sensoriel et sur la culture. Donc on va faire nos choix de 14h à 15h. De 15h à 16h, on a le goûter auberge espagnole, de 16h à 17h. Donc on a le diaporama en fait par rapport à notre partenariat au niveau du suicide. Donc il faut savoir que dans la neuroatypie, on est le plus gros taux de suicide en France. Du coup, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire dans les premiers partenariats quelque chose par rapport à ça, pour qu'ils puissent avoir tout sous la main et que ça n'arrive plus, parce que ça nous est arrivé en début d'année. Donc on a quelqu'un qui va venir faire une sensibilisation par rapport à ça, donc ça sera peut-être un moment qui est peut-être un petit peu difficile, mais je pense que ça fera finalement du bien aussi à tout le monde. Et puis ça aidera tout le monde, que ce soit pour quelqu'un d'autre ou pour soi-même. Et ensuite, on a du coup, comme il y a le 8 mars, on a un atelier féminisme. Et je le rappelle, les garçons sont les bienvenus, au contraire. Oui, surtout les garçons. Oui, voilà. En fait, voilà, donc là aussi, il y a plein de préjugés. Hein. Moi, quand je dis que je suis féministe, on se demande si je vais me mettre à poil. Donc, oui, non, oui, c'est ça. Il ne faut pas confondre avec le mouvement FM. Là, le féminisme, c'est pareil, c'est pas pour éradiquer les hommes, au contraire, pas du tout. C'est aussi pour les hommes et c'est aussi l'égalité. Et en fait, il y en a beaucoup qui vont dire oui, c'est parce que je suis un homme, je suis pas concernée, mais bien sûr que si. Justement, si, il y a beaucoup à voir par rapport à ça. Donc, on attend les garçons aussi à cet atelier. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Et pour le mois d'avril, il y a la fête. Donc il y a le mois de l'autisme déjà. Donc on aura les résultats des concours. Et bon, là, je suis en train de faire mois par mois, mais je commence un petit peu à savoir pour le mois d'avril. On va faire un repas de Pâques. Et on a la fête du livre. Je ne vais pas citer le nom, je vais laisser la surprise. Mais normalement, on a un auteur qui vient, qui est un grand auteur qui est autiste, qui va venir partager la journée avec nous et on va faire quelque chose par rapport au livre et tout ça. Ah, c'est cool ça. Et ce sera quand t'as déjà la date pour ça ou pas encore ? Alors oui, mais je l'ai pas avec moi. D'accord. Bon, de toute façon, tu me la donneras en off. Et puis je crois que c'est le 27 avril. Dans la description, de toute façon, je mettrai les liens des cagnottes, je mettrai un petit peu le programme, tout ça. Donc comme ça, vous pourrez, tous les auditeurs pourront s'y retrouver. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire par rapport aux actualités ou on peut passer au petit tirage de cartes ? Allez, c'est parti. Que je regarde depuis qu'on est arrivé. Il est là. D'habitude, je le prépare, mais là, j'ai oublié. Comme d'hab, une fois sur deux. Non, c'est normal.
c'est un peu le problème. C'est tout est très décousu de toute façon, mais bon, ça c'est... J'ai l'habitude, je fonctionne comme ça. Voilà. Alors, hop, en avant. Allez, on va en tirer 2. On va en tirer 2, vous êtes 2. Donc d'habitude, j'en tire qu'une. Une chacune. Mais là, on va en tirer... Voilà, une chacune. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Enfin, on va pas faire de favoritisme. Inclusion, on a dit donc. Hein. Allez, hop. Attendez. Pas que je fasse tomber le micro, ce serait dommage. Hop, et vous choisissez chacune une carte qui vous parle. Allez. Vas-y. Une carte qui vous parle. Elle te murmure à l'oreille la carte. Tiens donc. Alors, est-ce que ça te parle comme ça? Alors Isabelle, elle a tiré la carte de l'addiction. L'addiction est la messagère de la liberté. Voilà. Et Carole, elle a tiré la lune. J'observe ce qui se joue cycliquement dans la voûte céleste de l'inconscient. Alors, je suis en train de me dire qu'il va falloir que j'adapte un petit peu ma lecture, puisque il y a quand même beaucoup de choses imagées dans les descriptions des cartes. Donc, pour que tu comprennes au mieux. Ah bah, tu vois, c'est marrant, mais en fait, les toutes premières lignes de la carte de l'addiction parlent que nous, les humains, on est pré-programmés pour la dépendance. Tu vois, bon, on est quand même toujours un peu dans le thème du moutonisme. Ça se dit le moutonisme? Est-ce que ça se dit ou pas? Ça fait bien tout là. Voilà, c'est ça. Bon, écoute, on va dire que ça se dit le moutonisme. Voilà. Alors, on parle de reconnaissance sociale. Tu vois, globalement, on est quand même dans le thème. Hein. La dépendance à la reconnaissance sociale. Tac, tac. Attends, j'essaie de trouver des passages qui soient clairs, on va dire, parce que... Mais j'ai compris déjà. Voilà. En fait, si tu veux, ça a surtout attrait au manque, au vide existentiel, à ce genre de choses-là. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? La carte de l'addiction appelle à une méditation intérieure afin d'identifier les vides qui réclament à être comblés. Voilà. Ne cherchez pas activement à les combler, ils sont des étapes nécessaires à votre évolution. Voilà, globalement, c'est ça. Je te lis pas tout parce que c'est long. Donc, il faut que je devienne alcoolique et Non. droguée. On va éviter. Commence la Ça fait pas très bien. C'est pas terrible. Non, j'ai compris. Bon, voilà. J'ai compris. J'ai très bien compris d'ailleurs, ça me parle même un peu plus que ce que la carte dit. Bon, ben tant mieux, écoute, mais si tu pouvais ne pas devenir alcoolique après ce podcast, ça m'arrangerait parce qu'après on va croire que c'est de ma faute. Je voudrais pas. Alors, et la lune, qu'est-ce que la lune nous dit? Alors, ça c'est pareil, attends, ils font toujours une petite introduction. Qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, qui me parlerait par rapport à ce dont on a parlé? Ah bah tu vois, la lune symbolise tour à tour le principe féminin, le monde du sensible et des émotions, de l'imagination, des rêves et de l'intuition. Bon voilà, globalement on est là-dessus. Bon, c'est sûr que la lune c'est toujours le côté féminin, donc le féminisme, le féminin, on est là-dedans quoi. Qu'est-ce qui pourrait... Elle reflète la puissance des croyances et de l'inconscient collectif. Ah, tu vois? Les croyances. Et voilà, et vous appelle à votre source profonde dans la complémentarité de votre être, à discerner de manière cyclique ce qui se joue dans votre monde intérieur. Donc voilà, globalement, on est toujours sur des tirages qui clôt bien tout ce dont on vient de parler, quoi. Est-ce que toi tu tires des fois voilà. Ah non, j'ai mon côté alors, atypique tu vois, qui va changer tout ton non, fonctionnement. moi je tire jamais de cartes. C'est toujours Allez, vas-y, l'invité tire qui une tire. carte. Pour l'assaut. Bah non, Pour moi, Émilie. alors, c'est vrai que je le fais pas là, celle-là. Alors, c'est quoi? Elle veut pas venir, hein. Là c'est compliqué, hein. Temps de parler au début le féminin et le masculin. Au rythme des saisons, j'alchimise les polarités masculines et féminines. Ah, alors, je l'avais jamais tirée celle-là. Ça fait 3 ans que je l'ai et que je tire souvent les cartes avec celle-là. Et c'est la toute première fois que je la tire. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Alors, il vous est proposé de regarder en vous cette belle alliance du féminin et du masculin, ainsi que toutes les polarités complémentaires. Nous parlons bien sûr des principes féminins et masculins que nous portons tous en nous au-delà du genre. Voilà. Alors, attends, principe masculin, principe féminin, ok. Qu'est-ce qui me parlerait là-dedans?
Le principe féminin associé au froid et à la lune, ok. Spontanéité. C'est très parlant, déjà. Spontanéité et chaos, oui. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous pouvez déterminer quel principe est le plus actif en vous en fonction de votre manière d'être. Bon, bah du coup, mon côté masculin, il est quelque part, je sais pas où du coup. Mais si, on a tous un Il doit côté être là, masculin. mais ouais. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Comme le bourgeon en gestation. Oui, je suis un bourgeon en gestation. Et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? Se préparer au cycle suivant. Voilà. Si les énergies de l'hiver ont bien été métabolisées, les énergies de l'été en seront fluidifiées. Bah écoutez, on va se donner rendez-vous cet été, puis on verra ce que ça donne. Et en conclusion, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, il faut en gros que je retrouve un équilibre entre les deux en fonction du cycle actuel ou de vos énergies dominantes. Vous pouvez sentir quelle polarité votre être aspire à rééquilibrer. Ne basculez pas trop vers l'un ou vers l'autre. D'accord, bon bah j'ai compris, merci. C'était sympathique. Ok, et ben écoutez, merci d'être venu pour cet épisode spécial. Merci, ça m'a à fait toi. très plaisir de vous recevoir. On a passé un bon moment. J'espère que les auditeurs arriveront à se retrouver Je sais pas. et à suivre le fil. Et à suivre. En tous les cas, voilà, comme je disais tout à l'heure, je vais mettre toutes les infos liées à l'asso, la page Facebook, le compte Instagram, tout ça en description. Et puis comme ça, j'espère que ça vous apportera un peu de visibilité. Et en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de faire cet épisode. Et puis je vous dis à bientôt du coup. À bientôt. À bientôt.